Ah, moi, je veux le best-of à la fin. Eh bien, c'est un mélange de beaucoup d'émotions. Je suis à la fois sereine et tranquille parce que ça fait longtemps que j'ai travaillé ce projet. Ça fait plus d'1 an maintenant que je travaille avec mon éditrice sur le livre. Ça fait 3 ans que j'ai commencé l'écriture, donc c'est un long process. Donc j'ai acquis, je pense, une certaine sérénité. En même temps, je ne peux pas cacher que c'est aussi une douleur parce que ce livre est aussi une série de plusieurs phases de deuil psychologique dont on parlera sûrement. Et puis, je commence à voir le retour des libraires et de certaines personnes qui ont commencé à me lire. Et j'ai l'impression d'avoir réussi mon projet dans le sens que je commence à trouver une communauté et je crois que c'est ce que je recherchais à travers la littérature. La démarche de ce projet, elle a commencé parce que vraiment je me sentais très seule dans ce que je ressentais et que j'avais essayé d'exprimer au travers de la réalité ce que je ressentais et que finalement la littérature a été pour moi l'endroit où j'ai retrouvé le réel, la réalité en tout cas telle que moi je la ressentais. Donc ma première démarche, ça a été d'écrire ma réalité à travers la littérature. Ce qui peut paraître antinomique, mais qui, je pense, moi, a été une porte de sortie, puisque j'ai été longtemps entourée de personnes qui, en tout cas, vivaient une réalité très différente de la mienne, et qui voulaient m'imposer cette réalité-là, ou en tout cas certaines croyances, et que pour pouvoir continuer à exister, il a fallu que ma parole soit écrite quelque part. Et la solution que j'ai trouvée, c'est d'écrire ce livre. J'ai noté beaucoup de scènes qui me semblaient importantes, en tout cas des scènes que je voulais raconter. Certaines ont été vraiment dures à écrire et j'aime pas relire certains passages, mais je me suis aussi... j'ai aimé travailler les mots, la littérature, travailler la fin des phrases, travailler la fin des chapitres. J'ai trouvé que faire des chapitres courts était ce qui me correspondait bien. Donc j'ai eu un certain plaisir dans l'écriture. En même temps, j'ai un retour, encore une fois, les lecteurs m'apprennent la façon dont j'écris, qui était très instructif. Il m'a dit, en fait, dans la façon dont tu écris, ça peut être très violent pour nous, pour le lecteur, parce que des fois, tu nous laisses sur des thèmes, on ne sait pas ce qui va se passer après. Parfois, ça peut être... il peut y avoir un surgissement de quelque chose dans un des chapitres et c'est assez... on ne peut jamais être tranquille. Et il m'a dit, je ne sais pas si tu l'as fait exprès, alors je ne l'ai pas du tout fait exprès, mais ce qui est incroyable, c'est que c'est vraiment la retranscription exacte de la sensation que j'ai eue quand j'étais enfant. C'est-à-dire qu'on pense que c'est calme et il va arriver un truc horrible. Et on va nous dire, t'inquiète, c'est pas grave. Et c'est ça que je pense que j'ai réussi à peut-être mettre dans le livre, c'est cette espèce d'inconfort permanent. On ne sait pas ce qui va se passer, parfois il se passe pas grand-chose, c'est rare, mais au début, dans un des chapitres, on s'aperçoit que finalement il ne s'est rien passé, on se dit mais pourquoi et donc j'ai travaillé ça et j'ai travaillé aussi un peu, c'est rigolo parce que pour l'écrire, je me suis aussi appuyée sur des personnes qui écrivent très bien le suspense et l'horreur, comme Stephen King par exemple. Carrie, le bal du diable, c'est incroyable parce que quand je l'ai relu, j'ai une scène, la scène du baptême
qui m'est revenu en lisant Carrie. Je me suis dit, mais j'ai pas vécu ça quand même, c'est pas possible. Mais si, j'ai vécu ça, mais il faut l'écrire ça. Et puis aussi, j'ai écrit et j'ai trouvé des scènes en parlant beaucoup avec des personnes proches qui me disaient, mais non, c'est pas normal. Non, ça, il faudrait que tu l'écrives, ça, c'est pas normal du tout. Et encore aujourd'hui, ce livre, il parle de 40 ans finalement d'emprise psychologique que j'ai eue. Donc j'en ai 44 aujourd'hui, donc parfois je ne sais pas encore ce qui est normal ou pas. Et donc ce qui m'a aussi beaucoup aidé à écrire, pour comprendre la normalité et l'anormalité, c'est d'échanger avec mes proches. J'ai voulu ouvrir avec la date 1981 parce qu'il s'est passé plusieurs choses au niveau historique. Donc la venue d'un nouveau président en France, un concert incroyable à New York. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au niveau des événements et au niveau de la pop culture. Et je voulais montrer que, en fait, que ma famille retenait de 1981, c'était surtout la venue du pape et l'arrivée du pape. Et je voulais montrer dès le début du livre cette dichotomie, cette grande différence entre ce que la plupart des gens vivent, c'est-à-dire des faits, d'être reliés dans le monde à travers des phénomènes communs et des faits d'actualité, et de ce que moi, finalement, je vivais, qui était quand même très centré autour de Dieu depuis ma naissance. Donc tous les faits, les dates, les jours, les événements étaient, en tout cas dans le milieu dans lequel je suis née, liés à Dieu, en tout cas à Jésus-Christ dans la religion catholique. Donc c'était une petite façon très courte de montrer qu'en 1981 il s'était passé énormément de choses, mais que moi dans ma famille on retenait vraiment l'arrivée du pape Jean-Paul II. Oui, ma famille avait pour habitude de dire qu'on était dans le monde mais qu'on n'était pas du monde. Donc on vivait évidemment avec d'autres personnes, mais qu'attention, il ne fallait surtout pas effectivement se mêler aux croyances des autres, et que nous, on était à part. Et ce 1981, on m'a toujours dit, bah, toi tu es né cette année-là et c'est spécial. Et j'étais spéciale parce que c'était une année spéciale d'un point de vue catholique. Alors dans mes souvenirs, au départ, c'était une éducation catholique, je pense, assez normale, dans ce que la plupart des Français, je pense d'il y a plutôt une trentaine d'années, vivaient, c'est-à-dire le fait quand même d'avoir une semaine ritualisée par la messe dominicale. Mais moi, dans ma famille, on était quand même très tôt, très lié à tout ce qui était lieu saint. Donc moi, mes vacances, par exemple, c'était pas d'aller à Disneyland, mais c'était d'aller dans des pèlerinages, de faire des pèlerinages, d'aller dans des lieux toujours plus saints, de faire toujours plus de kilomètres pour aller prendre des grâces à droite à gauche en Europe. J'ai fini en ex-Yougoslavie à l'âge de 7-8 ans, plusieurs fois, avec ma grand-mère, pour aller une semaine monter des monts saints, voir des voyants. Donc c'était une éducation catholique, mais plutôt, c'est difficile à nommer, plutôt très investie, on va dire, au départ. Et puis, dans le fait de suivre les préceptes de l'Église, et puis toujours essayer d'aller vers cette sainteté, donc de pouvoir récolter des grâces, donc de faire énormément de pèlerinages très jeune, et puis la confession, et puis petit à petit de plus en plus de rituels, donc le bénédicité à la maison avant de manger, et puis toujours plus loin quand mes parents ont divorcé, où là ma mère s'est vraiment raccrochée à Dieu comme à un refuge, comme je dis dans le livre. Et là c'était vraiment des signes qu'on voyait tout le temps, des groupes de prière qu'on organisait, c'était plusieurs fois par semaine des groupes de prière avec la messe, avec les vacances, etc. Donc on était, voilà. Et le livre parle vraiment de
cette quête de Dieu qu'a vécu notamment ma mère, et aussi pose la grande question de quelles sont les limites entre la transmission qu'on peut donner à ses enfants en termes de religion et d'autres valeurs, et à partir de quand on rentre vraiment dans une autre phase qui est d'imposer des croyances, de mettre peut-être des gens sous emprise, et on est vraiment à la frontière des croyances. D'un point de vue narratif, je trouvais ça très intéressant pour le lecteur que ça soit à Cannes. Alors c'est effectivement à Cannes, mais c'est encore une fois une ville où d'un point de vue de la culture partagée, c'est le cinéma. Alors c'est intéressant de se dire que oui, qu'une partie de ma vie c'était aussi du cinéma à l'extérieur qu'on pouvait faire, mais c'est le cinéma, c'est les stars, c'est les paillettes, c'est des gens aisés. Et je trouvais que c'était très intéressant de montrer que même dans ces lieux-là, il peut y avoir un enfermement psychologique très fort. Et je pense qu'il y a un grand décalage entre ces deux facettes. Le livre démarre aussi par une citation d'Annie Ernaux qui, dans son premier livre, raconte comme elle était jalouse, et je peux bien sûr la comprendre, de voir elle, sa condition, elle est née dans un milieu très populaire et plutôt pauvre, et elle voyait des grandes familles bourgeoises passer devant elle, et elle disait mais la mère est toujours au fourneau, les enfants sont toujours doux, tout a l'air tellement parfait chez eux. Et moi, quand j'ai lu ça, je l'ai pris aussi comme une claque, parce que de façade, c'était exactement ce que nous on représentait. On était 3 beaux enfants dans une très grande villa magnifique en plein cœur de Cannes, dans une école privée, a priori bien sous tout rapport. Et en fait, cet endroit-là cachait une rigidité extrême, à la fois par la religion, donc le thème dont on a commencé à parler depuis le début de cette interview, mais aussi effectivement par d'autres leviers de contrôle, comme effectivement la violence physique et psychologique du père. Et donc on voit que la narratrice est constamment sous contrôle et ne peut exercer finalement son droit à la différence et au développement de sa propre personnalité. L'élément déclencheur de l'émancipation a commencé effectivement avec la naissance de ma fille. Alors beaucoup de gens racontent que c'est un moment un moment de bascule, et effectivement moi ça m'est arrivé. Je lisais que la grossesse était un élément de bascule pour beaucoup de femmes sans bien comprendre, et puis je raconte dans le livre que le jour où j'ai vu mon père, qui était quelqu'un de violent, arriver à l'hôpital pour me voir et voir sa petite fille, c'est vraiment là où j'ai eu une prise de conscience personnelle, de me dire que moi je m'étais pas protégée, ou on m'avait pas protégée, mais que moi j'allais le faire. Et le livre raconte aussi cette espèce de commencement d'émancipation de sa famille au travers de cette quête de protection de la narratrice après envers sa fille. On le voit quand la narratrice est enfant, il y a ces espèces de volonté de s'échapper de la villa de temps en temps, de sa famille de temps en temps, de dire les choses même si elles sont pas accueillies comme elle le souhaiterait. Et donc il y a une question aussi effectivement de personnalité qui va à contre-courant. Et plus tard, en étant adulte, j'ai eu besoin aussi de raconter les errements médicaux et paramédicaux auxquels j'ai fait face, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je trouvais que je voulais pas du tout qu'on s'apitoie sur le sort de la petite et de la jeune femme, et je voulais des moments de respiration. Si on parle vraiment là de construction narrative, je voulais des moments de respiration par rapport au sujet.
Et je souhaitais effectivement apporter des touches à la fois d'humour et de décalage par rapport au reste du récit. Et j'avais vraiment envie de parler du développement personnel, parce que c'est vrai qu'il y a peu de livres, en tout cas sous la forme de la littérature, qui l'abordent. Et je voulais montrer comment la narratrice se trouve à la fois seule face à la réparation dont elle a besoin d'accueillir dans sa vie, de reconstruire. Je voulais montrer à quel point elle est seule, je voulais montrer à quel point tout ce qu'on vit quand on est enfant sous forme de trauma ressort à travers le corps de façon très profonde, et que effectivement le corps parle et s'exprime, en tout cas retient des traces, et comment on fait ensuite pour les soigner. Et je voulais montrer bien sûr que tout ça a un coût. C'est pour ça qu'à chaque fois que je montre que la narratrice est allée voir plein de chamans, kinésiologues, énergéticiens, etc., montrer que c'est aussi politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport aux personnes qui vivent des traumatismes, on a peu de structures d'accompagnement. On a des accompagnements qui sont purement médicaux. On a des accompagnements qui sont purement psychologiques. Il commence à y avoir des maisons en France qui accompagnent en fait les deux, et qui sont très intéressantes. Mais les parcours sont vraiment compliqués. On est vraiment laissé seul face à nous-mêmes. Et je voulais montrer aussi avec un peu d'humour quand on est désespéré, tout ce qu'on est prêt à faire. Et je voulais montrer aussi qu'aller mieux, c'est pas un problème de riche, mais c'est une question de riche, quoi. Moi, j'ai pu le faire, mais parce que j'avais les moyens de le faire. Donc je voulais montrer à quel point on a un peu... Enfin, voilà. En tout cas, montrer moi mon parcours, et montrer qu'il y a une double peine à ça. Alors oui, ça je le laisse vraiment à la discrétion du lecteur, qui je pense comprend... Ouais, j'ai montré aussi, ça c'est pour le côté un peu aussi qui me parle beaucoup de la vision qu'on peut avoir des notes qu'on se donne dans notre société. Donc tous les avis Google, j'ai voulu montrer que parfois il y a des avis qui sont dithyrambiques et que le résultat est catastrophique. J'ai voulu montrer que parfois il n'y a pas d'avis, c'est des gens qui ont aidé. Donc sans révéler tout, je voulais montrer qu'il y a beaucoup de... effectivement d'égarements, et puis de gens qui veulent bien faire mais qui ne font pas grand chose. Et puis quand même, je dois dire, il y a aussi des choses spectaculaires, puisque j'ai quand même une énergéticienne qui a trouvé un secret de famille bien caché, et qui m'a aidée, moi, pas tant dans le secret, mais dans la vision que j'avais par rapport à ma mère. Et donc ça m'a fait avancer. Et puis une technique qui, au niveau personnel, moi, m'a beaucoup aidée, c'est une nouvelle technique suite à l'EMDR, qui est la technique mosaïque, qui permet d'un point de vue technique, de s'appuyer sur les ressources positives de la personne pour pouvoir aller de l'avant et créer des nouveaux ponts neuronaux dans le cerveau, pour pas prendre les mêmes circuits à chaque fois qui amènent vers les mêmes schémas, la dépression, etc., mais plutôt se tourner vers quelque chose de beaucoup plus réparateur et positif. Donc je voulais montrer que oui, on peut arriver à aller mieux, mais à quel prix, à quel coût, et puis tout ça prend très très longtemps. Pour moi, c'est pas la religion, en tout cas, c'est pas une dénonciation du catholicisme extrémiste, c'est une dénonciation de ce que le pouvoir imposé à l'autre fait sur le corps, et souvent sur le corps forcément des personnes... pas précarisés, mais des personnages plutôt féminins ou faibles, des enfants. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que pour moi, ils auraient été
juive, bouddhiste, athée, je pense que ça aurait été peut-être la même chose. Alors il y a peut-être des particularités aussi bien sûr dans le catholicisme, mais c'est prendre cette autorité ou n'importe quelle autorité, que ça soit l'autorité du prêtre qui parle bien, mais qui fait des choses atroces, que ça soit l'autorité patriarcale, donc de la figure paternelle, que ça soit l'autorité de mes cousins plus grands sur moi, ma sœur plus petite. En fait, c'est une dénonciation de l'emprise de quelqu'un qui a plus de force à un moment donné ou qui est mieux placé que l'autre. Et on se rend compte que, en tout cas moi, dans mon existence, presque tout le temps, dès qu'on est plus haut placé, on va abuser de sa position. Et je voulais montrer comment, d'une petite fille jusqu'à une femme, les différents parcours. Je raconte au début, c'est très très succinct, mais je raconte que j'ai une phrase où je dis que j'avais épuisé tous mes patrons à force de nier leur autorité, mais ça a été pareil pour moi dans le monde de l'entreprise. Dès que, en tout cas, beaucoup en France, un petit peu moins à l'étranger, mais dès que quelqu'un a un pouvoir quelconque, je trouve qu'il y a un manque d'éducation par rapport à ça, et il y a souvent des abus. Et donc ce livre, même s'il y en a évidemment beaucoup sous d'autres formes, c'est vraiment un livre qui est une révolte contre les abus de pouvoir. On n'a pas idée, je pense, à quel point ce qu'on vit pèse sur le corps. Mais moi, née dans une famille bourgeoise, comme les personnes que je vois dans la rue, qui très souvent en fait ont eu des problèmes enfants terribles, et que finalement leur destin n'est qu'une conséquence de cet enchaînement de traumas non soignés. Et je pense que c'est à la fin ce que je dis, c'est que mon livre, c'est pas pour moi que je l'écris, c'est pour dire que n'importe qui a le droit à la réparation et qu'on devrait trouver des moyens dans notre société de travailler cette question, de la réparation vraiment. D'un point de vue personnel en tout cas, le fait d'écrire, c'est se réapproprier la réalité, et je pense que c'est la chose la plus... alors c'est un acte de trahison très fort par rapport à ma famille, puisque c'est vraiment, et j'invite tous les gens à le faire, surtout les gens dont les récits familiaux sont très élogieux, comme celui de ma famille. On m'a toujours raconté voilà, que on descend de gens prestigieux, de médecins, de maires, de gens dans l'univers juridique, etc. Et politique, etc. Donc, en fait, il y a pas. Encore une fois, ça c'est de la façade, mais ces gens-là ont des failles et des faiblesses qui sont jamais racontées, et nous-mêmes peut-être qu'on a besoin de raconter notre récit. Donc, vraiment, j'encourage à faire ça, parce que moi, ça a été très important et même d'un point de vue de santé mentale. Voilà, si on arrive au cœur des choses, je pense que j'ai écrit aussi pour pas devenir folle, parce qu'on m'imposait tellement une réalité que je ne ressentais pas comme telle depuis tellement longtemps, que je me suis dit je vais commencer à écrire, parce que ces scènes ont existé, ça a existé. Alors comme dit Dorothy Allison, chacun a sa vérité, et moi ce que j'essaie de retranscrire, elle parle de vérité émotionnelle. Donc évidemment, peut-être que tel et tel détail, c'était pas ça, et les souvenirs certains souvenirs se fichent très fort, mais certains autres peut-être sont plus malléables avec la mémoire. Mais j'ai vraiment essayé, je pense que, en tout cas, je suis fière de ça. Je suis fière que mon éditrice ait réussi aussi à m'aider à travailler vraiment ça, à essayer le plus possible que ça soit une vérité émotionnelle. Le fait d'avoir écrit un livre, effectivement, ça m'a aidé à construire de manière précise ce que j'avais besoin de dire. Et bien sûr que la littérature m'a énormément aidée ces dernières années,
Vanessa Springora, La Famiglia Grande, tous ces récits-là, mais aussi des récits américains, Dorothy Allison, qui parle beaucoup de ça aussi. Bien sûr que les femmes en littérature ces dernières années disent d'écrire, nous encouragent à écrire. Dorothy Allison, elle dit "Tell the truth" dans ses conférences. Dites la vérité, écrivez pour dire la vérité. Donc je pense que c'est ce que j'avais à faire. Oui, il y a deux choses. La première, c'est que j'ai essayé de ne pas faire un règlement de compte du tout. J'ai essayé de prendre chaque personne de ma famille en fonction des positions dans lesquelles ils se trouvent, des positions familiales, et en fonction de ce qu'eux-mêmes avaient déjà vécu. C'est pour ça que je parle du passé de mon père, du passé de ma mère et du passé des grands-mères, pour essayer de comprendre d'où vient cette violence. Il y a forcément aussi des restes de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est intéressant, c'est ce qu'on voit aussi, je crois, dans la maison vide, qui explique très bien comment les traumas vont de génération en génération. Et donc, j'ai essayé d'expliquer plutôt, j'ai l'impression, des places, des positions. Et un deuxième sujet, c'est le fait que j'ai essayé de retranscrire tout ce qui était véridique. Je pense qu'il faut rappeler que c'est effectivement pas un récit mais un roman, donc c'est vraiment inscrit dans la société française des années 80-90. Donc vous allez retrouver le Pilou à la récré, pour ceux qui, je pense, habitaient dans le sud, qui est ce petit ballon en caoutchouc, donc avec lequel on s'amusait quand on était petit. L'arrivée du premier McDo, effectivement, à Cannes dans les années 90. On va retrouver les parfums, avec la mini problématique qu'il y avait avec ce parfum qui s'appelait Champagne d'Yves Saint Laurent et qui a dû changer de nom. On va retrouver, je pense, peut-être des manières de s'habiller, des marques, et puis aussi la musique des années 80-90 qui, moi, a été un vecteur d'émancipation énorme. C'est vrai qu'on a parlé de l'enfermement, des façades, mais c'est aussi un récit qui raconte l'émancipation, et elle arrivait par, je pense, deux biais qui aussi ont été favorisés par la société de l'époque, c'est-à-dire l'arrivée des voyages à bas prix, donc le fait de pouvoir partir très loin. Ça, j'ai des lecteurs qui m'ont dit oh là là, je m'étais pas rendu compte que j'avais mis tant de kilomètres de distance avec ma famille, et ça me pose des questions aujourd'hui, effectivement. Donc il y a vraiment, je pense, cette idée de découvrir aussi le monde qui a été une espèce d'utopie qu'on a vécue des années 90 jusqu'à, je pense, 2020, jusqu'au Covid. Et puis la musique qui a, pour moi, été une porte de sortie exceptionnelle. Pour une petite bourgeoise de province, plutôt rock et très rock, parce que justement, je pense que ce qui m'a touchée, c'est le fait de pouvoir s'exprimer, hurler parfois, être contre le système finalement, avec tous ces groupes qui se revendiquaient un petit peu anticonventionnels, qui forcément ont touché la jeune ado de 16 ans de cette époque. C'est tout ce que finalement moi c'est tout ce contre lequel je me battais toute seule dans ma petite vie, sans m'en rendre compte. Et le jour où j'ai découvert que des groupes de musique parlaient de ça, et qu'on pouvait se réunir à 10 000 personnes et être tous d'accord là-dessus, ouais, ça a été ma révélation. Ouais. Je pense que c'était complètement inconscient. Je pense que je me suis raconté, comme beaucoup de gens de peut-être ma classe, ou enfin ma classe, de cette classe-là,
puisque j'ai décrété ne plus en faire partie, mais des gens, les gens aisés parcourent le monde comme on prend le métro. Donc c'est normal de faire les meilleures écoles dans les pays anglo-saxons ou autres, c'est normal voilà, de faire des stages à l'étranger, c'est normal tout ça. Donc je me suis dit que moi c'était normal. Mais bien sûr, je pense que c'était très inconscient parce que j'étais très contente que de temps en temps ma famille vienne me voir, etc. Donc je pense que c'était très inconscient, mais c'est partir et mettre de la distance physique permet quand même une respiration. Même si un lecteur m'a dit récemment, et je trouvais que c'était tellement vrai, il m'a dit tu étais libre physiquement mais pas psychiquement. Et je pense que c'est très bien résumé, c'est vraiment ça. Donc on peut mettre plein de kilomètres si on n'a pas... Voilà, on le sait, mais si on ne s'est pas occupé de ces problèmes, on ne change pas les choses. Ouais. Aujourd'hui j'habite à 30 km de Cannes et tout va bien. Voilà, donc c'est pas une question effectivement de distance. Ce qui a été une libération, c'est vraiment d'avoir trouvé, c'est bête, mais c'est d'avoir trouvé la bonne personne pour m'accompagner pour finaliser le livre. Donc le fait d'avoir trouvé quelqu'un qui me dise que mon récit avait du poids, non seulement pour moi, pour ce que j'avais vécu, mais surtout au niveau littéraire et surtout pour les autres, qu'il était digne d'être en librairie parce que ça allait parler et qu'elle avait une conviction qui ne l'a jamais quittée, ça a été pour moi une libération totale. Pas le fait de l'écrire ou de le finaliser, mais d'avoir une autorité, encore une fois, c'est marrant, mais j'ai eu besoin d'une autorité pour dire ça compte. Donc ça a été très important. Et ça m'a libérée aussi dans le fait que, très sincèrement, je me pensais complètement indigne d'écrire. Et j'ai été... on m'a minorée, comme beaucoup d'enfants et de personnes, comme... malheureusement beaucoup de personnes, donc j'avais pas du tout imaginé un jour pouvoir écrire et pouvoir effectivement m'exprimer. Et quand j'ai rencontré mon éditrice et qu'elle m'a dit il y en aura un deuxième, il y en aura un troisième, qui m'a fait une confiance totale sur ce que j'allais même pouvoir écrire après, ça a été pour moi incroyable parce que je pensais que ce livre allait jamais sortir et là ça m'a ouvert une porte vraiment incroyable. Et donc bien sûr que j'ai envie de prendre cette porte et que j'ai envie d'écrire. Pour le moment, j'ai l'impression vraiment d'avoir mis du temps pour écrire ce livre et qu'il est plutôt complet et que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Et maintenant, j'ai plus envie de m'attaquer, je peux parler du coup du prochain, j'ai envie de travailler sur d'autres formes de possession qui toucheront peut-être encore plus de gens, puisque c'est pas forcément sur l'emprise par la religion ou des formes d'autorité patriarcale, mais c'est plus l'emprise que les sociétés, les entreprises qui travaillent dans tout ce qui est téléphonie, multimédia et marque et grande consommation, l'emprise qu'elles ont sur nous au travers du vol de notre temps. Et je trouve que c'est un des plus grands vols que l'on fait à l'humanité aujourd'hui, de nous détourner de ce qui est vraiment important aujourd'hui, qu'on a à résoudre en commun sur la planète. Et le fait d'avoir des téléphones portables nous divise complètement, et je voudrais le raconter sous une forme un petit peu originale et travailler sur cette forme d'emprise que l'on subit tous, je pense.